Merci. Donc effectivement, l'innovation sociale, c'est pas forcément de l'inédit. Mais du coup, dans tous les aspects d'innovation sociale, que ce soit dans l'habitat ou autre chose, on en vient souvent à se poser la question de qui va payer, sachant que le bénéficiaire final, c'est pas toujours celui qui peut assumer le coût de la solution, le coût de la prestation. Et du coup, dans tout ce qu'on voit d'entrepreneuriat social, etc., c'est aussi une remise en question des modèles subventionnés pour aller chercher des modèles économiques qui, selon cette pensée-là, sont plus pérennes, en tout cas plus responsabilisants. Et pour vous, du coup, quel est votre avis là-dessus? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part du principe que l'État ne peut plus payer, qu'on doit réinventer les solutions et du coup rechercher d'autres modes de financement, du coup de chercher de la créativité auprès des acteurs de la société civile et des acteurs privés, est-ce que vous êtes d'accord pour faire payer à d'autres, le bénéficiaire, mais aussi d'autres, mais qui ne sont pas forcément l'État? Je vais bien répondre sur un petit aspect de la question, pas l'ensemble de la question, mais vous avez raison de le souligner, c'est que tout ceci bénéficie dans le contexte plutôt sociologique que j'ai évoqué, c'est-à-dire l'individualisme singulariste et puis l'environnement, le référentiel de l'action publique qui évolue. Globalement, s'il fallait le dire de manière plus prosaïque, les élus sont très intéressés à trouver des formules, qui coûtent pas cher, parce qu'on va recourir justement à des montages économiques qui recourent à des subsides qui ne sont pas publics, qui ne sont que partiellement publics, et deux, si en plus le projet est porteur d'une dimension intergénérationnelle, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a le risque, effectivement, et les risques de dérive, c'est d'avoir un effet de mode qui amène justement les pouvoirs publics à se retirer, considérant qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent s'emparer trouver en tout cas les solutions aux besoins en question. Et le problème, Anne l'a pointé tout à l'heure, c'est précisément quid de la dépendance. C'est-à-dire qu'on voit dans beaucoup de projets sont très peu pensés d'un point de vue gérontologique. C'est des projets qui sont portés par des acteurs qui n'ont pas forcément une culture gérontologique. Et donc le risque, c'est qu'on aboutisse à des catastrophes. Parce que le vieillissement, par contre, il va arriver un jour ou l'autre. C'est un sujet éminemment complexe. En tout cas, une des questions en ce moment, c'est d'essayer effectivement de travailler, on en a déjà parlé tout à l'heure, sur les impacts sociaux de ce type d'habitat, en montrant, mais c'est assez difficile évidemment, que ce type d'habitat dans lequel a priori on peut mieux vieillir, du coup va générer ce qu'on appelle des coûts évités. Voilà, ce qui peut permettre effectivement de demander à un moment, alors notamment en France où on fait ça toujours, d'aller demander du soutien au pouvoir public pour au moins expérimenter et mettre en place, voilà, mais c'est pas du tout facile à démontrer, mais je réponds qu'à un tout petit bout de la question. Moi, je vais bien essayer d'apporter un éclairage. Là, il y a eu vous savez qu'il y a le projet de loi Élan sur la question du logement. Et donc, il y a un article additionnel à l'article 45, un projet d'amendement qui a été porté par le gouvernement sur l'habitat inclusif qui vise deux choses, qui vise à mettre en place et instaurer un forfait habitat inclusif. Donc ça, c'est un premier point et qui fera l'objet d'un décret qui sera donc en lien et porté par la CNSA. Et deuxièmement, à créer dans le cadre des conférences des financeurs départementaux de la perte de l'autonomie, une branche qui serait la conférence des financeurs des projets, de l'habitat inclusif. Où là, on retrouverait l'ensemble des acteurs plus les services de l'État. Services de l'État qui reviendraient dans le jeu, alors qu'ils ne le sont pas dans la conférence départementale classique, donc qui serait chargé de recenser les projets et de mettre en œuvre cette nouvelle prestation finalement que va être qui va être le forfait habitat inclusif. Donc ça c'est tout récent, c'est du 28 mai, donc voilà. Pour répondre à votre question, je pense que c'est les pistes de la réglementation qui sont en train de se dessiner. Avec cette petite question que tu as soulevée, qui est la question effectivement de la normalisation et de l'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'État, au travers de la loi Élan, alors, on a envie que ce soit reconnu, qu'on dise, ben voilà, l'habitat inclusif, il va y avoir ça et ça, donc on le soutient.
Et alors, il faut le définir. Et donc, il y a tout un débat sur qu'est-ce que c'est pas. La question des porteurs qui disent oui, mais... Et c'est là qu'on voit apparaître des différences entre le champ handicap et vieillissement. On met toujours l'accent sur le commun, et il y a beaucoup de communs, mais il y a quelques différences. Et dans le champ du handicap, il y a beaucoup de personnes qui disent le projet collectif, le projet social, nous, c'est pas notre sujet. Nous, on veut vivre comme tout le monde. On veut être chez nous, effectivement, dans les conditions qui le permettent, mais le projet social, c'est pas notre souci. Dans le champ du vieillissement, la question de l'isolement, voilà, elle est posée autrement. Bref, donc, soutenir, promouvoir, soutenir, donc définir, donc il peut se passer ce qui s'est passé et qu'a rappelé Dominique. Voilà, c'est très... Voilà, dans l'article 45, il y a pour la première fois une définition, et proposé une définition de l'habitat inclusif et du type d'habitat qui peut être utilisé pour ce type de projet. Donc là, si vous voulez, il y a ces 2-3 articles qui sont importants à regarder à l'aune de je pense qu'à l'Observatoire national de l'habitat inclusif, on va avoir une session avec tous ces nouveaux articles de loi. Décidément. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques Moi, j'ai peut-être une... Enfin, ça m'a fait penser, en fait, en écoutant vos 2 présentations, notamment sur l'exemple suédois, là. Finalement, on est dans l'intergénérationnel. Et dans les enquêtes que j'ai pu faire, j'ai vu qu'il se développait, par exemple, des projets. En France, c'était dans le Finistère, pas à Brest, à Quimper. Des projets où des jeunes allaient loger chez des personnes âgées, etc. Comment vous l'appréhendez, ça, au regard de vos spécialités et vos connaissances de ces logements-là? Alors, je ne sais pas si vous parlez des colocations intergénérationnelles, c'est-à-dire des étudiants apprentis qui vivent chez... Dans ma typologie, je mets ça dans... Voilà, je mets ça dans de l'habitat partagé, c'est pas groupé puisqu'on est bien en colocation, et plutôt effectivement plutôt très participatif puisque les personnes sont. Alors il y a souvent une association qui fait la médiation pour constituer les binômes personnes âgées jeunes. C'est pas tout à fait de l'habitat participatif au sens où je l'ai mis dans l'autre case groupé. Enfin bref, je sais plus quelle était votre question. Je suis désolée. Fatiguée. On a parlé de l'intergénérationnel. Ah oui, alors la question de l'intergénérationnel, oui, la question de l'intergénérationnel, pour aller vite, on peut choisir de vieillir en intergénérationnel, on peut choisir de ne pas vieillir en intergénérationnel. Enfin, ça ne doit pas être un... Là, il y a beaucoup d'injonctions. En Allemagne, c'est terrible parce que vu que le taux de fécondité est très bas, il faut absolument que les seniors, qui sont nombreux, en forme, quand ils sont dans des bonnes situations, aident les femmes à pouvoir avoir des enfants. Voilà, il y a des projets seniors qui émergent parce que c'est pas forcément les mêmes besoins, les mêmes rythmes de vie. Et puis il y a des seniors qui disent non, moi je veux absolument de la jeunesse autour de moi. Donc ça c'est un choix, voilà, des personnes. Et dans ces formules-là, il y a des choses intergénérationnelles, partagées, groupées. Voilà, il y a une grande diversité. Et sur la question de la définition, effectivement, il faut garder probablement cette diversité d'expériences. Nous, on a monté une expérience sur le logement intergénérationnel où c'est les personnes âgées qui accueillaient des jeunes chez eux. Donc là, il y a un cadre juridique qui s'est peu à peu constitué. Sur ce type de démarche, il faut bien voir quel type de jeunes sont accueillis par ces personnes âgées. Il faut bien regarder sur les conditions d'accueil de ces jeunes et de ce qui est demandé en contrepartie, voilà, dans la nature du service rendu. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le profil de personnes, de jeunes qu'on a. Très souvent, on s'aperçoit que c'est pas mal de loger des jeunes qui sont en processus d'études d'infirmiers, enfin oui, voilà, du médico-social, quoi, qui sont de futurs, parce qu'il y a cette sensibilité à l'humain et à la personne chez qui on va, qu'il n'y a pas forcément pour le jeune lambda qui aurait un besoin de pouvoir se loger, mais qui n'aurait pas forcément l'appréhension et l'écoute et l'envie de vivre avec quelqu'un qui n'a pas le même âge. Voilà.
c'est bon. Et ben, du coup, on va clôturer la session. Merci encore pour vos 2 présentations. Merci à tous les intervenants et merci à tout le public d'avoir participé à cette journée. Ça m'est revenu à poste.